Janon Palien, bienvenue à vous. Bonjour, merci madame pour l'invitation. Ça fait très longtemps, vous avez rejeté un tout petit peu, vous avez quitté le monde politique ou Non, on avait beaucoup de choses à faire. On avait d'abord un problème de santé. Ok. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'on a été agressé et on voulait d'abord se reconstituer normalement. Et en plus de cela, la responsabilité qui nous incombe de la formation de la jeunesse. Alors, on a aussi beaucoup de chantiers sur le plan scientifique. Hein. Je pense que pour l'instant, nous pouvons reprendre notre casquette de toujours un indépendant, Voilà. malgré que les gens ne nous croient pas. Indépendant. Voilà que, au fur et à mesure que les choses avancent, nous restons dans notre casquette d'être apolitique, d'être ne fût-ce qu'un simple analyste du côté de ceux qui font très bien, ceux qui sont au pouvoir, et du côté aussi de ceux de l'opposition. Bon, je trouve que comme ça, je travaille très bien. Parce que là, je suis consulté par ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont dans l'opposition. Si quelqu'un veut se lancer totalement dans la politique active, il peut avoir des orientations. Et ceux qui ont suivi notre conseil ou ceux qui nous consultent beaucoup et n'ont pas regretté, ils figurent. Vous voulez rester consultant politique, c'est ça? Vraiment, je préfère rester dans ces casquettes-là parce que j'aurais à dire aux politiques la vérité. Pour ne pas vendre votre maison et demain commencer à pleurer comme les gens sont. Même en étant député au sein du Parlement, vous pouvez dire des vérités non, je pense à ceux qui nous dirigent. Et supposons que vous avez un Parlement auquel il y a un contrepoids. Vous avez une majorité qui peut avoir 400 députés, et vous êtes de l'opposition, par exemple, 100. Vous allez crier à longueur de la journée. Ça ne vous servira absolument rien, ça ne vous apportera absolument rien. Et peut-être quand vous êtes dans la majorité, vous pouvez faire donner des idées concrètes pour faire avancer les choses. La majorité risque de vous écraser. Si on avait un parlement à la manière des Américains, je pense qu'on pouvait facilement le faire. Pas un parlement à la manière des Congolais, où les choses se font la nuit et le matin, les gens par formalité ils votent. Je pense que ces casquettes vaut mieux qu'être député. Non, je pense qu'au fur et à mesure que nous évoluons, les choses peuvent s'améliorer d'une manière ou d'une autre. Le processus électoral en République démocratique du Congo, on savait toujours que ce que Kadima nous présente aujourd'hui, c'est ça ce qui devrait être. Vous le savez déjà? Oui, parce que je crois avoir dit à Kadima au début, il faut éviter les choses, les trucs d'essai de partis politiques pour présenter les candidats aux élections législatives, les élections provinciales, que ce soit au niveau national ou au niveau provincial. Tout ça, Kadima n'avait pas compris, il voulait tirer davantage les gens vers la politique. Et quand les gens viennent vers la politique, ils privilègent leurs propres intérêts. Kadima fait enregistrer pour la députation nationale plus de 25 000 personnes pour 500 places. Et même si les résultats qu'il a présentés, mais supposons que c'est correct, mais on aura 25 000, si c'était 25 600 quelques. L'Assemblée nationale, c'est 500 places. C'est-à-dire qu'il y aura 25 000 personnes qui vont échouer. Même si quelqu'un a échoué normalement, il va profiter de la chanson des autres. Ce n'est pas une forme de démocratie là Non, on ne doit plus aller avec une démocratie dans un pays très pauvre comme ça. Il faut avoir des limites pour cadrer cette démocratie. Laisser la possibilité à chaque parti politique de présenter le nombre de candidats qu'ils trouvent important. Même s'ils ont 2, ce n'est pas un problème. Et les pousser à en avoir 500 par parti politique ou par regroupement politique pour valider la candidature. Et voilà maintenant, les conséquences sont là. 25 000 personnes échouent, ça pose des problèmes. On a dit à Kadima,
faut pas prendre n'importe qui pour être candidat à la députation nationale. Il faut voir le niveau de réflexion. Aujourd'hui, nous avons même des gens qui n'ont pas de diplôme, ils sont élus députés. Quel type d'assemblée nationale? Ça ne serait pas la faute de Kadima, ils ont falsifié les documents et la CENI a pu recevoir. C'est comme ça que j'avais même dit que ceux qui ont déjà postulé 2-3 fois au niveau de l'Assemblée nationale ne pouvaient pas être candidats. Mais les députés, d'ailleurs, Dieu merci, beaucoup ont été sanctionnés par la population pour ne pas revenir. Parce qu'ils ont présenté une loi électorale qui n'est pas conforme aux réalités socio-économiques de la République démocratique du Congo. Il faudrait le refaire dans ce cas. Oui. Alors, il fallait nécessairement mettre des garde-fous. Allez, les députés pouvaient voter même une loi auquel on pouvait avoir 2 regroupements politiques, de l'opposition et de la majorité. Les gens commencent à s'éliminer avec des élections primaires, comme on fait sur d'autres sujets, pour avoir ne fût-ce que 500 candidats qui doivent présenter au niveau des élections. Nous avons 500 au niveau de la majorité, nous avons 500 au niveau de l'opposition. Et le travail s'est fait sur 1000 candidats. On n'aura pas trop de mécontents. Les gens ne pouvaient pas penser à acheter des machines, tout ça. Alors, pour consolider la démocratie dans un pays du tiers-monde comme la RDC, il faut des stratégies. Et ces stratégies-là doivent venir de l'Assemblée nationale par les députés que nous sommes en train d'élire. Mais ces gens ont bouffé l'argent pendant 5 ans pour ne rien faire. Vous donnez raison. On ne doit plus reprendre les élections parce que, vous savez, même les opposants, Kadima les a pris à piège. Je me rappelle quand Kadima fait sortir les calendriers. Tout le monde disait que ces calendriers n'étaient pas réalistes. Nous avons fait une émission avec vous, madame. Et je vous avais même dit ces jours-là que les contraintes que Kadima est en train d'avancer ici, c'est une stratégie pour distraire les opposants et faire avancer les choses. Kadima va organiser les élections. Kadima va organiser Beaucoup ne croyaient pas. Beaucoup ne croyaient pas. Et moi, je vous avais dit Kadima va organiser les contraintes qu'il est en train de dire sont des ballons d'essai au niveau du Parlement, au niveau de l'opposition pour voir. Et d'ailleurs, je profite de l'opportunité pour remercier le président de la République de ne plus créer les dialogues pour se partager le pouvoir. Même si les gens disent qu'il y a fraude, mais supposons qu'on avait organisé un dialogue. Fayoulou devrait avoir des postes, Bouez devrait avoir des postes, les autres devraient avoir... Pour des élections crédibles et apaisées, peut-être il y aurait... Mais vous savez... Dans le dialogue, moi je crois que vous allez prendre parti et dire tout ce que vous avez comme stratégie, ça éviterait la CENI, tous ces défis. On avait déjà dit ça quand la loi électorale était présentée au niveau du Parlement. On a donné des stratégies pour dire aux autres, voilà, donner un quota par exemple au niveau de l'opposition et au niveau de la majorité. Il faut exclure d'autres personnes, ceux qui ont déjà beaucoup plus géré. Là. Ils reviennent encore pour faire quoi? Ils devront se reposer, laisser la place aux autres. C'est la population de décider, non, professeur. Mais la population a décidé, vous avez vu, ils sont mécontents, ils sont en train de crier sur les toits qu'on annule les élections. On va annuler les élections pour moins de... Il y a eu 25 000 mécontents, comme vous dites. Oui, c'est pas peu, ce sont les compatriotes congolais. Ils sont mécontents parce qu'on ne doit plus avoir plus de 500 personnes. Il faut que 25 000 personnes échouent. Ils sont mécontents par rapport à ce qu'ils ont voulu. Et pour ça, nous ne pouvons pas annuler. On va annuler les élections pour 3, 4, 5, 10 machines qu'on a retrouvées. Et ces gens-là ont été sanctionnés. Nous avons vu ça en 2018. 31 personnes qui siégeaient déjà étaient invalidées. Les cas d'invalidation peuvent continuer. On peut même invalider sur les 500, là-bas, même encore 200. Là, vous faites peur aux candidats. Non. Les candidats doivent être sereins. Les gens doivent faire des histoires autrement. Kadima a piégé beaucoup de gens. Vous pensez que Kadima n'était pas informé qu'il y a des machines qui ont disparu? Kadima était informé, moi je vous assure. Mais il fait semblant. Il dit, bon, prenez les machines. Mais les machines là, c'est électronique. Et toutes ces machines-là sont gérées par satellite. Et tous les sites sont déjà répertoriés au niveau de la CENI. La CENI sait bien que telle machine doit aller dans tel bureau. Et quand on ne retrouve pas
cette machine-là dans ces bureaux-là. Et c'est facilement savoir que tous les résultats qui viendront de telles machines sont hors périmètre et sont des gens qui doivent être invalidés. Ne soyez pas vraiment surpris. Kadima, on avait dit que c'est un technicien, ce n'est pas pour la première fois qu'il se retrouve à ce stade de responsabilité. Vous êtes le seul à le dire parce que Kadima est critiqué par tous. Il est critiqué. Je connais quelqu'un qui m'a même présenté les PV. Oh. Il a 11 000 voix. Mais quand nous regardons sur la liste les trucs qui circulent sur les réseaux sociaux, il n'est pas passé. Il a 138 voix. Comment comprendre ça? Il a, ce que je comprends, qu'il avait une machine, il imprime lui-même, il signe les PV lui-même. Il se présente avec 11 000. Et pourtant, les gens qui étaient dans le bureau qui votaient pour lui étaient qu'à 138. Mais maintenant, c'est un problème d'impact. Regardez l'écart que le chef de l'État a avec les autres candidats. Supposons, toutes choses égales par ailleurs, on prend seulement pour les 82 candidats qui ont été invalidés. Supposons qu'ils sont uniquement de la majorité. Ils ont battu campagne pour le chef de l'État. On soustrait le nombre de pourcentages sur les élections présidentielles. Il y a un problème de crédibilité des élections, même si l'écart est... Ça, c'est un problème très capital. D'ailleurs, on le disait depuis le début. Vous savez qu'il y a les gens qui ont payé 10 000 francs, 20 000 francs pour se faire enrôler. Regardez le nombre de gens qui se sont fait enrôler et les gens qui ont participé au scrutin proprement dit. L'écart là vient d'où? Moi, je reste à Kilobé-Lobé, mais je trouve la possibilité d'aller me faire enrôler à la Katouba. Vous voyez la distance? Vous pensez que les jours des élections, je vais me réveiller pour aller là-bas? J'aurai la carte d'électeur parce que ça va me servir de faire des transactions. Mais je n'aurai pas la carte d'électeur avec envie d'aller voter. Pourquoi? Parce que la distance. Parce que les jours des élections, dans le tiers-monde, on vous dit, peut-être il n'y aura pas d'élection, il y aura des troubles. Tout le monde sort de sa maison, il observe d'abord. Et quelqu'un peut quitter Kilobé-Lobé pour aller à la Katouba, ou bien quelqu'un quitter la ville de Lubumbashi pour aller à Tumbwe ou bien village Kawama voter. On avait dit à Kadima multiplier le nombre de bureaux de vote ou le bureau d'enrôlement dans le quartier le plus près pour que donner chacun l'accès de s'enrôler normalement. Et c'est une stratégie sur le plan politique. Vous ne pensez pas que tout cela nécessite un dialogue? Je ne pense pas que vous êtes les seuls à réfléchir comme vous l'avez réfléchi. Vous êtes peut-être 3 à 4. Oui. Il faudrait peut-être un cadre de concertation pour que des têtes comme vous vous retrouvez même à 4 à 5 pour justement que les choses changent, pour que ces stratégies poussent ceux qui nous dirigent aujourd'hui de changer même cette loi électorale. Sinon, ça restera comme ça en 2018, à 28 plus tard, on va également voter avec ces mêmes lois. Je pense que ce que vous faites, c'est plus que le dialogue. Okay. Parce que là, je suis écouté par tout le monde. Justement, à travers des... Même le président de la République voit, même le président même tous les autres. Quand on dit dialogue en RDC, nous avons une mauvaise habitude. Okay. Les gens voient partage de pouvoir. Et nous ne voulons pas ça. Quand on se met là tout autour d'une table, les gens disent, bon, c'est ça l'opportunité. On va dissoudre tout ce qu'il y a comme institution. On crée de nouvelles institutions sur base d'un dialogue. Et je pense que ça va faire reculer la démocratie en République démocratique du Congo. Mais le faire comme nous sommes en train de faire, je pense que ça va arriver dans les oreilles de nos députés. Et s'il s'agit de voter une loi électorale, ils doivent en tenir compte. Mais s'ils pensent qu'ils vont voter une loi électorale taillée sur mesure pour les privilégier, on va encore les sanctionner davantage en 2028. Tous les 500 que vous verrez là-bas, ils ne vont plus revenir encore en 2028. Ça va leur servir maintenant des leçons de travailler pour la population que compter sur la tricherie. Parce que celui qui deviendra encore président de CENI pour les élections de 2028, il aura aussi ses stratégies. Tout à fait. Il va laisser des brèches pour ramasser comme Kadimara
continuer à ramasser parce que ce n'est pas encore fini. Il va ramasser les gens jusqu'à l'infini. Je pense que nous avons un grand chantier que le chef de l'État doit veiller, c'est la répartition équitable de richesses de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas une répartition équitable. Okay. Aujourd'hui, madame, il y a des fonctionnaires de l'État qui vous touchent $100, 200 000 francs. Les députés, quand ils se sont présentés, plus de 25 000 candidats. C'est pour 21 000 $. Mais si le chef de l'État doit faire des réformes de telle sorte qu'on puisse avoir une répartition équitable, le salaire minimum garanti puisse être officiel en République démocratique du Congo, en commençant même par $500 pour le moins gradé. Et on monte avec des échelons comme ça. Je pense que les chefs de l'État, même si il termine son mandat en 2028, il sera considéré comme un héros. Les gens vont lui accorder beaucoup plus d'importance maintenant. Tshisekedi doit veiller à sa personnalité politique après avoir été président de la République. C'est prendre des grandes décisions, des réformes. Aujourd'hui, les gens peuvent parler en mal de Matata Mponyo. Mais nous pensons que quand Matata Mponyo était Premier ministre, la bancarisation des fonctionnaires de l'État, c'était un gain. C'était un avantage. On peut tout dire de lui, mais nous retenons quand même quelque chose. Nous savons que Matata Mponyo avait jeté un regard sur les salaires des agents de l'État. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, c'est le moment. S'il sait bien que s'il fait semblant, ça va les rattraper, même après avoir été président de la République. Les gens vont se dire non, voilà. C'est comme ça que j'ai dit, c'est vrai que j'ai confiance parce que Tshisekedi a déjà démontré qu'il ne fera pas un gouvernement uniquement avec les gens de la majorité. Il peut prendre aussi d'autres expertises. J'ai vu Sama Lukonde quand il a été nommé Premier ministre. Il n'avait pas une majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Kaboulou Kaboulo qui a été nommé ministre des Sports, il vient d'où? C'est comme ça que Tshisekedi peut tirer d'autres personnes qui peuvent venir l'aider à matérialiser ce qu'il a comme vision pour qu'il devienne le Mandela de la République démocratique du Congo après avoir presté pendant 10 ans en tant que chef de l'État. Vous pensez qu'il laisserait facilement le pouvoir à 10 ans? Non, il doit laisser. Ça. Non, vous lisez en lui, en homme politique, vous pensez que ça serait... Non, je sais bien que l'appétit vient en mangeant, mais il y aura des contraintes, il ne va plus changer la Constitution. Il faut changer... Ou amender, peut-être. Bon, on peut amender la Constitution, mais pas amender la Constitution dans le sens auquel il faut que Tshisekedi puisse avoir un troisième mandat. Mais amender la Constitution en donnant la possibilité à celui qui viendra de ne plus avoir un Sénat qui existe jusqu'à aujourd'hui en République démocratique du Congo qui ne fait absolument rien, d'avoir un gouvernement provincial avec des ministres provinciaux, finances et agriculture qui ne font absolument rien. Vous pensez qu'ils ne foutent rien? Non, ils n'ont pas ce travail, j'ai toujours dit ça. C'est comme ça que je disais sur la loi électorale, les gens sont en train de Pour vous, il faudrait bannir tout ça là, ça bouffe de l'argent là. On ne doit plus avoir un gouvernement provincial. Qu'est-ce qu'on fait à la place alors? Le gouverneur doit travailler avec les chefs de division. Les chefs de division de l'enseignement primaire, secondaire et tout ça, ils peuvent faire le travail que le ministre provincial fait. Ces histoires-là, le gouverneur doit avoir 10 conseillers, il travaille avec les chefs de division. Je ne vois pas le travail du ministre du gouvernement provincial. Je ne vois pas ce travail. Je ne vois pas le travail que le Sénat est en train de faire plus que l'Assemblée nationale. Ça n'existe pas. Le mot de désignation ou je ne sais pas, de nomination de gouverneurs, tout ça. Les gouverneurs devront être élus comme les députés sont en train de le faire. Mais il faudrait être originaire, non originaire. Non, d'ailleurs, Tshisekedi a cette possibilité-là d'instruire même le ministre de l'Intérieur qu'on ne puisse pas avoir des gouverneurs originaires. Parce que nous sommes dans un pays où le tribalisme est à un niveau plus élevé. Il ne faut pas avoir des gouverneurs originaires. En tout cas, depuis que Kabila avait pris la décision avec l'Assemblée nationale de 2011 pour avoir le gouvernement provincial, en tout cas, je ne vois pas. Je ne sais pas quel est le travail. Quand je prends les domaines qui me concernent,
de l'enseignement. Qu'est-ce que le ministre Peut-être provincial? chez vous, ça ne marche pas, mais ailleurs, ça peut aller. Ça marche où? Le ministère de l'Intérieur fait son travail. Regardez, madame, nous fonctionnons. Les universités fonctionnent avec un ministère. Nous sommes régis par le ministre national de l'enseignement supérieur universitaire. Il n'y a pas de ministre provincial qui gère l'enseignement supérieur universitaire. Nous dépendons de Kinshasa. On ne travaille pas. Ok. Mais pourquoi toutes ces écoles ici pouvaient dépendre du ministre national, accompagné avec des structures IPP, chef de division? Le ministre provincial fait quel travail? Vous l'avez déjà vu faire quel travail au niveau de l'enseignement? Vous voyez, ils sont des bidets, on amène l'argent, au lieu de donner même ça dans l'armée ou l'agriculture, mais on donne aux gens, on gaspille par des politiques. On continue, le ministère de l'Intérieur continue à créer des partis politiques. Et jusqu'à aujourd'hui, on en aura combien? Pourquoi ne pas avoir 2 partis politiques en République du Congo? Soit vous êtes de la majorité, soit vous êtes de l'opposition, c'est fini. Et au niveau des élections de députés nationaux, on n'a que 500 candidatures. 5 qui viennent de l'opposition, et 1000 plutôt. 5 qui viennent de l'opposition, 500 qui viennent de l'opposition, 500 qui viennent de la majorité. Et la bataille, c'est par là. On donne l'aptitude d'avoir 25 000 quelques candidats. Au nom de la démocratie. Mais non, ce n'est pas la démocratie. Pourquoi ça n'existe pas hier? Les pays à une haute démocratie comme la France, comme les États-Unis d'Amérique, ils n'arrivent pas à faire ça. Vous avez 26 candidats pour un poste au niveau de la présidence de la République. Non. On doit avoir 2 candidats. Un candidat président de la majorité et un candidat de l'opposition. 2 personnes qui se battent pour avoir le pouvoir. Même les indépendants n'existent pas. Ils doivent créer des cabinets privés, être consultés comme nous, soit par les gens de la majorité, soit par les gens de l'opposition. Il faut faire avancer les choses en République démocratique du Congo. Et j'ai toujours été conscient qu'un jour, je serai péché seulement comme ça, d'être Premier ministre, au lieu d'aller ou bien être ministre, ou bien être conseiller de chef de l'État. Commencez par poser votre candidature, être député. Non. Je ne veux plus entrer dans des trucs banals, des trucs compliqués où il y a beaucoup de calculs politiques. Parce que je ne saurais pas, avec cette loi électorale, je postule comme indépendant et je passe. Il faut aller soit au niveau d'une plateforme politique de la majorité, soit de l'opposition. Vous voyez, mais parce que je peux faire même 25 000, mais on va vous dire, vous n'avez pas atteint les seuils. Vous avez vu les gens compliqués avec les seuils, ceux qui ont eu plus de voix. Tu as 11 000 voix, tu échoues, mais celui qui a 2500, il passe comme député. Vous allez me dire que cette loi électorale reflète la réalité de la politique en République du Congo? Non. Et ceux qui n'ont pas compris, ils sont en train de payer le prix. Ils n'ont pas encore pleuré, ils vont pleurer. Beaucoup vont faire l'AVC, ils ont perdu leur argent, ils vont disparaître, il n'y a pas de problème. Professeur Jeannot Pagna, vous avez tout dit. Merci à vous. Merci madame pour l'opportunité de nous accorder.